votre magazine du modélisme. Chaque vendredi, c'est de suite. Bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de votre magazine, votre rendez-vous chaque vendredi qui parle justement de modélisme, mais pas que, de trains réels et de rencontres et de tours de main de vous tous, abonnés et de la communauté de LF Modélisme. Ça fait tout à fait plaisir. Aujourd'hui, encore un super menu, le sommaire, je vais vous le proposer dans quelques instants. Un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux et fidèles sur la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. On se voit tout à l'heure pour la conclusion en fin de magazine. Présentation du sommaire, c'est de suite. Allez, c'est parti. Cette semaine, dans votre magazine du lourd, nous partirons tout d'abord faire une petite balade en autorail X300, les chemins de fer de Provence. Vous allez voir de la gare du Sud à Saint-Sauveur, centre commercial, cette petite portion filmée de ma part, c'est plutôt sympa. Rencontre ensuite avec Frédéric, ce passionné de trains de travaux qui nous raconte Spotter c'est quoi. Le hors-série ce mois-ci de La vie du rail, le Tour d'Europe, un super livre. Nous verrons ensuite la présentation d'un banc d'essai locomotive que j'ai trouvé sur internet. Je ferai le test prochainement dans une autre vidéo. La minute TikTok train, vous verrez, c'est une petite séquence de tramway plutôt, vous verrez, très sympathique. Et enfin, Doc PSX revient avec les boîtes suite aux nombreux messages que vous lui avez laissés. Allez, prenez plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez le magazine. Allez, c'est parti, ce petit trajet Nice-Gare du Sud Saint-Sauveur à l'intérieur de l'X300 des chemins de fer de Provence. Prenez plaisir.
Au revoir, merci. Au revoir.
Voilà, c'est terminé pour cette portion. Je vous propose dans une vidéo prochaine, dans un futur magazine, de voir justement la suite du trajet ralliant Gare du Sud jusqu'à Digne-les-Bains. Salut Loïc, salut la communauté. Donc voilà, je suis Frédéric, un grand passionné de train, surtout de trains de travaux. J'ai débuté comme tout le monde au plus jeune âge, à l'âge de 5 ans avec mon premier train et avec une petite facilité vis-à-vis de ma famille. J'avais mon grand-père qui était cheminot, ma grand-mère qui était femme de cheminot, donc avec des petites entrées sympathomes pour pouvoir aller réaliser certaines photos et découvrir pas mal de petites choses dans le domaine ferroviaire. Donc voilà. Donc Loïc, comme tu m'as posé la question de ce que c'était d'aller spotter. Donc, je me suis fait une petite fiche, bien entendu. Loïc, je t'ai envoyé aussi quelques photos personnelles de ce que je peux réaliser, ainsi que 2 liens que j'utilise assez souvent, surtout quand on ne sait pas ce qui roule là où on est en train d'attendre. Donc ces 2 liens là, si tu veux bien Loïc, me les mettre en description en dessous de ta vidéo. Donc voilà, donc de spotter, c'est de prendre son appareil photo ou son téléphone portable, parce que les téléphones portables font à l'heure actuelle de magnifiques photos et vidéos. C'est d'aller à un endroit où il y a une ligne de chemin de fer, électrifié ou non, et de rester surtout en sécurité, de se mettre en sécurité et d'attendre. Des fois pas très longtemps, des fois des heures. C'est de se faire plaisir et puis de se promener un petit peu aussi, parce que vous n'êtes pas obligé d'y aller tout seul non plus. Vous pouvez tomber aussi sur d'autres spotters, ce qui peut être très agréable, car des fois eux ils ont des informations que vous n'avez pas. Donc voilà, de spotter, c'est d'aller en pleine nature, au bord d'une voie ferrée, et de se poser gentiment en attendant. Voilà, tout simplement, essayer d'être au calme. Moi, pour ma part, j'évite les zones urbaines. Trop de bruit, trop d'ennui. J'évite aussi les zones où il y a trop d'habitation. Je suis plus en campagne, donc les petites zones, les petits villages ou quoi que ce soit, ça peut, comment dire, interpeller, on va dire, quelqu'un qui reste là pendant 1 heure, 2 heures à attendre. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il existe plusieurs façons d'aller spotter. Il y en a qui ont des infos directement de l'heure de passage d'un train spécial, qu'ils ont vraiment envie de photographier, de filmer. Pour ma part, de temps en temps, ça m'arrive d'avoir ce qu'on appelle des marches. Donc bien sûr, c'est des documents à ne pas divulguer. Il y a des risques. Malgré tout, pour la personne qui vous a passé ce document-là, faut pas l'oublier, bien entendu. Sinon, il existe un site internet sur Google, c'est Cartograo. Donc le lien sera en description en dessous de la vidéo. C'est un site qui est très bien, qu'on peut voir en temps réel tout ce qui est TER, TGV, Transilien, sur toute la France. Donc c'est très bien foutu. Bon, de temps en temps ça bug un petit peu, on a des voies d'internet. Mais sinon le site est très bien fait. Vous avez le numéro du train, vous avez les vitesses, vous avez les PK, vous avez la signalisation si vous zoomez. Le mieux, c'est de temps en temps de regarder chez vous sur un ordinateur fixe,
Comme ça, si vous avez décidé de réaliser aussi une gare en miniature, bah, vous avez le plan de voie exact avec la signalisation exacte. Ce qui est un site, on va dire, super, voilà, qui est beaucoup utilisé par les passionnés. Hein, donc voilà. Sinon sur un réseau social, pour ne pas le citer, hein, Facebook, il y a Ballast Info aussi, c'est un groupe privé, bon, il y a des questions à répondre. Et là vous avez des informations de tout type de train, dans tout type de région. Donc je l'utilise aussi, hein, donc voilà. Donc il y a plusieurs façons d'aller spotter, soit on y va en se promenant, et ce qu'on peut appeler le coup de chance, soit on y va avec des informations et on sait ce qu'on veut, et on attend le train en question que l'on désire. Alors des fois, bon, malheureusement, il y a des aléas, hein, des retards. Il peut y avoir aussi tout simplement des incidents techniques, donc train annulé, le train est garé en gare et ne repartira pas tout de suite, repartira que le lendemain. Donc bon, voilà, voilà, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je voulais vous en faire profiter, mais du coup j'ai pas pu, le temps s'y est pas prêté. Le train de fret devait sortir à une certaine heure, du coup il y avait plus d'1h30 de retard. Donc, et puis personnellement j'étais très mal placé à un endroit au niveau d'un silo et qui se situe dans une petite ville, métro, pas d'accès sécurisé, pas de chemin pour y accéder à pied tranquillement sans être ennuyé. Donc impossible de faire des photos, impossible de faire quoi que ce soit, plus le temps comme je vous disais, un grêle, vent, orage, la totale. Voilà. Donc du coup j'ai abandonné en cours de route, hein, parce que là ça sert à rien d'aller trop loin. Si en plus on n'a pas assez de lumière, la vidéo sera pas au top. Voilà. Donc tout ce que je pouvais dire pour le mot et la définition spotter, c'est d'aller faire le guet, attendre, il faut être patient surtout. Il y a aussi une petite règle aussi que je vais répéter peut-être le long de la vidéo, c'est ne prenez pas de risque pour une photo ou une vidéo, ça ne vaut pas le coup. C'est un sujet qui va faire qui va être mis en place sur mon propre groupe sur Facebook, qui est le groupe des trains de travaux français et infra. Pour ceux qui veulent le rejoindre, le lien sera en description sous la vidéo aussi. Il y a des questions à répondre, on n'a pas eu le choix. Il y a un règlement aussi à lire. Voilà. Sur ce groupe là aussi vous pouvez trouver aussi des informations de marche, ça arrive de temps en temps, hein, que certains conducteurs nous fassent partager un trajet qu'ils vont effectuer. Donc ça leur fait aussi un souvenir, parce que derrière on partage la photo avec eux, on leur envoie la photo en privé ou la vidéo en privé, donc ça leur fait un souvenir, ça leur fait aussi pour pouvoir présenter, on va dire, à leur famille ce qu'ils font réellement. Parce que souvent les enfants de conducteurs se posent pas mal de questions, donc c'est vrai que c'est plus simple pour eux d'expliquer. Voilà, c'est aussi un souvenir, comme je dis, hein, c'est un souvenir pour eux aussi. Hein, voilà, ça reste en mémoire, ils ont été spotés, ils ont été photographiés à cet endroit-là. Voilà, au moins ils ont une trace d'un de leurs trains qu'ils ont pu effectuer. Sinon, si ce que je peux dire sur le mot de spotter aussi, c'est, et je m'adresse aux photographes, et aux autres passionnés qui font des photos, qui soit débutants ou non débutants, c'est-à-dire expérimentés, ne vous aventurez pas dans des lieux interdits. Si vous avez un grillage, ne passez pas au-dessus, ça sert strictement à rien. Si vous devez aller faire des photos comme moi sur des bases arrière, SNCF,
ben, il y a un petit règlement à respecter. Déjà, c'est ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, gilet orange, chaussures de sécurité, casque obligatoire sur certaines bases. Donc tout ça, tout le monde n'en a pas. Mais, bien entendu, hein, le gilet orange, si, normalement c'est obligatoire dans tout véhicule. Donc, chaussures de sécurité, bah, c'est le mieux, hein, parce que bon, vous n'êtes pas à l'abri non plus de vous prendre les pieds dans un rail ou autre chose, hein, un caillou. Voilà. Je détaille pas trop là-dessus. Par contre, bon, il y a un minimum de respect à avoir, c'est-à-dire que si vous y allez comme ça, parce que vous avez décidé d'y aller voir, d'aller jeter un coup d'œil, si les agents SNCF sont là, premièrement, essayez d'être poli avec eux, de pas trop les déranger, parce que généralement s'ils sont là, c'est qu'ils sont au travail. Souvent vous pouvez tomber sur des gens qui sont aussi passionnés malgré tout, qui s'intéressent à ce qu'ils font et tout ça, comme vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous renvoyer avec perte et fracas à l'extérieur. Parce que bon, faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de nous accueillir sur une base comme ça du jour au lendemain, sans avoir les autorisations écrites de la hiérarchie. Donc faites attention à tout ça. Si vous voyez que la personne n'a pas l'air de vouloir, n'insistez pas. Faites demi-tour et voilà. Si la personne accepte le temps d'aller se dégourdir un petit peu, de prendre une petite pause avec vous, parce qu'elle sera obligée de vous suivre, essayez de vous mettre en sécurité, de ne pas faire de bêtises, d'écouter ce qu'ils vous disent, parce que bon, il y a quand même des risques ferroviaires et des risques électriques. Ça paraît pas, mais il y en a plus qu'on ne le pense. Moi je pars d'un principe et par expérience, parce que j'ai pas répondu à la question, Loïc, tu m'en voudras pas, tu m'as demandé le rapport qu'il y avait entre moi et le monde ferroviaire. C'est que ça m'arrive de temps en temps en intérim d'aller faire des chantiers sur les voies ferrées, sur le réseau ferré. Donc voilà, j'ai eu mes habilitations de sécurité ferroviaire et de risque électrique, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc voilà, je suis un petit peu amené aussi à pouvoir en parler. Donc pour en revenir, voilà, au sujet, n'essayez pas de faire d'avoir la plus belle photo, la plus belle vidéo. On a des appareils qui font le job. Maintenant, à vous de faire attention, parce que bon, d'enfreindre les règles et le règlement, vous risquerez peut-être de ne pas revenir, et soit d'être blessé gravement, comme ça s'est passé récemment sur un photographe sur un chantier en région parisienne. Il a eu le bras cassé, car il se situait à un endroit où il ne fallait pas du tout, qui était complètement interdit au public, un endroit que je connais en plus, et qui est... Alors je ne sais pas comment il a fait pour y aller. Bon, je pense que le gars a l'habitude, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, il a eu le bras pété, le bras cassé, on va dire, par une pelle à l'autre. Donc comme on dit souvent sur les chantiers, dès qu'il y a un engin, de toute façon, un énorme risque. Voilà. Donc du coup, essayez de ne pas trop vous aventurer, ou même au niveau de certains équipements électriques de lignes électrifiées, faites attention quand même. Vous pouvez avoir des risques, ce qu'on appelle les risques électriques. Donc soyez conscient de ce que vous faites, et je vous dis, restez en sécurité dans les chemins publics. À des endroits, je sais que des fois c'est pas facile, parce que des fois on a des grillages qui sont énormément hauts, donc il y en a qui prennent les escabeaux. Je
suis pour et contre. Quand vous êtes à plusieurs, à la rigueur, prendre un escabeau, pourquoi pas. Mais quand vous êtes tout seul, c'est pas le bon plan. Mais ça n'engage que vous. Mais personnellement, moi je le fais pas. Donc je m'arrange toujours, il y a toujours un endroit où on peut arriver à prendre une très très belle vidéo, une belle photo. Juste un petit détail aussi que je peux apporter, c'est d'essayer d'avoir la lumière derrière soi, c'est-à-dire le soleil derrière soi. Ce qui permet d'éclairer ce que vous êtes en train de filmer ou de photographier. Ça vous fait une bonne lumière naturelle en plus. Donc il y a aussi ça. De spotter aussi, c'est comme je pourrais dire, c'est d'être très patient, comme je disais au départ, d'attendre, de respecter l'endroit où vous êtes. Donc pareil aussi, je suis quelqu'un qui est à cheval là-dessus, désolé, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, tout ce qui est papier, mégot, évitez de laisser traîner, parce que la prochaine fois que vous revenez au même endroit, parce que l'endroit vous plaît, vous avez un coin superbe, vous risquerez peut-être de vous faire le paix. Donc voilà, et vous faire mal voir justement. Par expérience, il y a des choses qui existent comme les coups de klaxon des trains. Bon, ça fait plaisir, c'est vrai que le mécano vous fait un petit signe, un petit coup de klaxon, tout ça. Il y a des fois, quand il y a une zone pavillonnaire un peu plus loin, ça dérange. Donc voilà, juste à faire des petits points, faire attention, et j'espère avoir répondu à ta question, Loïc, parce que spotter, je peux pas en dire plus que ça. Je spot à titre personnel, mais au cas par cas. Des fois, ça va être comme ça va me prendre comme ça, je vais être sur la route, je vais voir quelque chose, et tout de suite, je vais me diriger vers la gare, je vais me diriger au plus près, ou dès que je peux prendre la photo, pourquoi pas, et ça m'arrive des fois de revenir avec rien. C'est rare, mais ça m'arrive. Donc voilà. Après, comme je dis, on peut y aller tout en se baladant en famille, le long de la voie ferrée, il y a pas mal de chemins, de choses à voir. Pas obligé de faire que du train, vous pouvez aussi faire de la photo au niveau de la nature, au niveau de beaucoup de choses, parce qu'on découvre aussi des choses. Moi, quand j'y vais spotter, généralement je spotte du côté sur la ligne du PO Paris-Orléans. Donc je spotte du côté de une trentaine de kilomètres de la gare d'Orléans, qui est dans le 45. Des fois, on a des petits moments avec les animaux sauvages qui sont très intéressants aussi pour ceux qui aiment la nature. La dernière fois où j'ai été spoté de ce côté-là, j'ai eu le droit, ça m'a gâché ma vidéo, mais sans me la gâcher personnellement, j'ai eu le droit à des essais militaires avec des avions de type Transal, dont ça c'est pareil, c'est aussi agréable, parce que quand vous voyez une dizaine de Transal comme ça qui arrivent vers vous à Razmot, ça surprend. Donc ça c'est les petits côtés qui gênent un petit peu pour quand il y a un train qui arrive ou quoi que ce soit, mais sinon c'est plaisant aussi, parce que d'un côté vous avez tout dans le cadre, dans l'objectif, et là vous vous dites waouh, j'aurais pas pu faire mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, Loïc, sur ça.
Un grand merci à Frédéric pour ses explications et ses images et vidéos tournées. Nous retrouverons Frédéric dans un mag prochain pour la suite du programme le concernant. A noter que, comme mentionné dans la vidéo, vous retrouverez en lien et description de cette vidéo tout ce qui est utile pour pouvoir suivre les progressions et énumérées par Frédéric à l'image. Bien, vous retrouverez ce mois-ci en kiosque pour la partie magazine aux éditions La Vie du Rail. C'est un hors-série parlant du Tour d'Europe concernant France, paysages grandioses et escapades sportives du nord au sud de Bergen à Modène. En Espagne, les plus beaux trains de luxe. Vous trouverez également en Europe les 25 musées incontournables et TER La France sublimée. Ce magazine est à prix conseillé de 18 €. N'attendez pas donc pour vous le procurer, c'est un superbe magazine avec de superbes images illustrées à l'intérieur. À présent, je me suis procuré et je ferai le test prochainement dans une vidéo. Ce banc d'essai à prix vraiment accessible pour tout le monde. Je me le suis procuré pour l'échelle N pour ma part. Sachez qu'il est possible de se le procurer également à l'échelle HO et HOE également. Donc vous allez voir, vous pouvez vous faire plaisir peut-être avec un petit prix. Le test sera à suivre prochainement. Allez, la petite séquence web train, c'est ce que l'on peut trouver sur la toile pour se faire plaisir. Profitez!
Bonjour mes amis modélistes, je suis Christophe du réseau de PSX. Et vous avez été plusieurs à demander à ce que je vous parle des boîtes. Oui, je trouve ça curieux. Je vais vous parler des boîtes. Je vais vous parler de plusieurs marques, uniquement celles que je possède. Évidemment. Et encore, je crois que je ferai pas tout, je vais essayer de faire les plus courtes. Alors je vais commencer peut-être par Jouef. Parce que c'est la marque française emblématique. C'est une marque française qui existe depuis très longtemps. Et il y a pas mal de changements du côté du boitage. Alors, avant de commencer à vous expliquer à peu près quelles boîtes correspondent à quelles années, etc., je me suis demandé pourquoi ça paraissait aussi important pour les gens de vous parler des boîtes. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être, pense que le type de boîte correspond à un certain nombre d'années, donc on peut évaluer l'âge du modèle en fonction de sa boîte. Alors, c'est pas totalement faux, mais il y a quand même des petites nuances à apporter, et puis en particulier le fait de dire que certains modèles ont été produits très longtemps, et donc à l'identique ont connu plusieurs boîtes. Il y a d'autres manières de repérer les choses. N'oublions pas que dans les bourses, et même sur internet d'ailleurs, vous pouvez voir, on vend des boîtes vides. Donc il suffit de récupérer des boîtes vides, de récupérer des modèles et de refaire les assemblages. Bon, si c'est cohérent, à la limite, pourquoi pas. Mais des fois c'est moins cohérent. Bon. Désolé. Alors, parlons boîte. Donc au tout début de l'histoire de Jouef, les boîtes étaient des petites boîtes en carton, qui deviennent assez rares. On en voit encore de temps en temps dans les bourses. C'est du boitage carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça ressemble à une grosse boîte d'allumettes, si vous voulez. Et un certain nombre de wagons anciens, les tombereaux en particulier, on les trouve encore comme ça, ou des vieux wagons citernes. Mais là, si vous pouvez voir le modèle, c'est assez facile à repérer parce qu'ils ont les premiers attelages Jouef. C'est-à-dire une sorte de grosse boucle en plastique avec un crochet qui se rabattait du haut vers le bas. Bon, ça, j'en ai pas du tout, j'ai évacué tout ça il y a bien longtemps. Mais le tombereau, par exemple, a été vendu dans les années 80, je crois qu'il en existait encore, de ce genre de produit, avec une modification de l'attelage. Alors, je vais scinder les choses en deux parties pour Jouef. Je vais commencer par vous parler des locomotives et ensuite je vais vous parler des wagons et voitures de la marque. On essaiera d'aller le plus loin possible compte tenu de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai sous la main. J'ai pas tout d'ailleurs. Bon, alors, dans les années fin des années 60 et courant des années 70, la boîte emblématique... Oh, j'ai tout fait tomber. La boîte emblématique, je vais y arriver. Elles sont vides, vous inquiétez pas. La boîte emblématique, c'est la boîte rouge. Voilà, pardon, Jouef. Jouef boîte rouge. Ça, alors, je répète, parce que non, j'ai été un peu perturbé par la chute de mes petites boîtes, l'air bête. C'est les années, fin des années 60, courant des années 70. Cette boîte, totalement emblématique. L'intérieur de la boîte est en polystyrène avec, alors on va essayer de le montrer, alors, je pense que ça va très bien se voir, mais avec des formes qui permettent de caler la locomotive. Et ces boîtes vont durer très longtemps, il y a même une mention sur le rayon de courbure, et puis vous avez un descriptif de la locomotive sur le devant de la boîte, sur la tranche de la boîte. Boîte extrêmement connue, extrêmement répandue. C'est la grande boîte des années 70 pour les locomotives. Bien. Mais, à partir du début des années 80, Jouef a changé un petit peu son identité visuelle, changé de logo. C'est la période un peu CJ, si je me souviens bien. Ça, je suis pas au fait de tout ça. Et on est passé toujours avec un intérieur polystyrène à une boîte carton. Avec une fenêtre en blister.
Donc, pareil, descriptif de la locomotive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les locomotives qui sont dans ces boîtes bleues et les locomotives qui sont dans les boîtes rouges, en général, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Entre les deux, vous avez une identité visuelle. Alors, ça ne change rien au niveau plastique, carton, polystyrène. Vous avez des boîtes bicolores, mais ça, j'en parlerai après. Donc, elles ont existé aussi pour les locomotives, mais ça, j'en ai pas. Le matériel qui est dans ces boîtes est strictement identique au matériel des années précédentes. Si vous voulez vraiment aller voir un petit peu. Alors, il existe un certain nombre de détails visibles et invisibles. Le détail visible, c'est la couleur des essieux sur le matériel moteur. On va passer progressivement d'essieux couleur métal clair à des essieux brunis. Quelquefois même avec des normes un peu affinées. Donc si vous avez l'occasion de regarder, le modèle avec les essieux brunis est plus récent que celui avec les essieux en métal clair. Autre élément, mais ça vous pouvez pas le voir, par exemple pour les vapeurs, on est passé à des moteurs sur le châssis, à des moteurs installés en biais sur le bogie. C'est vrai aussi pour quelques locomotives électriques, je pense par exemple aux 25 000, 17 000 et 16 500. Mais ça vous pouvez pas le voir. Quoique sur les vapeurs, vous pouvez le voir en retournant le temps d'air et vous voyez le moteur en biais. Donc ça, c'est des produits un peu plus récents qui datent du début des années 80, en général. Bon, boîte rouge, années 70. Boîte bleue, ou alors, voilà, on va l'appeler la multicolore, début des années 80, matériel identique. Les choses vont changer à la fin des années 80 et dans le courant des années 90, avec des modèles, je parle toujours des locomotives, des modèles modélistes, que l'on va trouver en boîte bleue, comme ceci, avec une tirette. Ça, c'est l'époque Champagnole, et voilà, vous le voyez bien, c'est du polystyrène. Ça, c'est l'époque Champagnole, fin de du jouef purement 100% français. On est jusqu'à début des années 2000. Parce que là, j'ai un gros doute parce que je n'ai pas acheté de locomotive de l'époque Lima-Rivarossi et donc je ne sais pas le boîtage. J'espère que vous avez tout suivi jusque-là. La dernière période pour Jouef, je dirais la période la plus récente, Jouef Hornby, on est passé à des boîtes un peu plus volumineuses, un peu plus grosses, un peu plus costauds, en carton, avec le nouveau logo Jouef, des boîtes bleu clair, les nuances de bleu varient, mais on est arrivé, alors, avec ou sans protection de mousse sur le dessus, à un boîtage mousse thermoformé, avec plastique thermoformé, pour les locomotives. J'ai déjà montré comment ça s'ouvrait, alors je vais le faire vite fait pour nos amis qui ne connaissent pas. Donc vous avez une forme avec une petite tirette ici, et ça se déplie dans tous les sens. Je ne vais pas le faire entièrement pour gagner du temps. Et vous avez accès à votre locomotive. Ça, c'est piqué sur d'autres modèles, d'autres constructeurs, parce que vous allez vous apercevoir au fur et à mesure des boîtages que ça se standardise en fait. Tout le monde va adopter à peu près le même boîtage. Donc ce genre de boîtage existe depuis très longtemps chez Fleischmann par exemple. Chez Fleischmann, on a eu ça. Fleischmann des années 90. Là, on est dans les années 2000, 2010 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la chronologie du boîtage des locomotives. J'espère avoir été clair. Passons aux véhicules remorqués, donc voitures et wagons. Alors on va retrouver la même chose, des petites boîtes carton. Puis, dans les années 70, que je vous dis, les fameuses boîtes rouges. Alors évidemment, la taille est adaptée. Si vous avez un petit wagon à essieu, c'est une petite boîte. Si vous avez une 241P, c'est une grande boîte. Avec intérieur, celle-ci est même garnie, le polystyrène formé. Ce sont des bonnes petites boîtes. On est dans les années 70.
Celui-ci doit dater de 72, je crois, quelque chose comme ça. Mais dans les années 70, il y a eu un autre boitage. Alors, il est plus rare à trouver. Je vais vous le montrer, c'est la première génération de boîte cristal. Voici. Alors, boîte cristal avec donc un couvercle qui s'ouvre, et puis un socle présentant deux rainures, figurant un petit peu les voies, si vous voulez. Les rails, en tout cas. Mais, ces boîtes... Alors, ces boîtes ont été créées parce qu'on permet de voir ça permet de voir le modèle sur les rayons des magasins. Beaucoup plus facilement que la boîte comme ça. Et ce boitage a la particularité d'être extrêmement fragile, en tout cas la partie cristal. Bon, celle-ci elle est fendue, j'en ai une autre qui est complètement explosée au coin, etc. Donc ce sont des boitages très fragiles, je les aime pas beaucoup parce que les wagons se baladent énormément, ça tient pas très bien. En général, les boîtes étaient fermées par des élastiques, il y a la possibilité de placer des élastiques, mais j'adore pas ce genre de boîte. Alors ça, c'est début des années 70. Elles n'ont pas duré très longtemps. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont cohabité avec ça. C'est-à-dire que quand vous aviez vos wagons qui étaient en production, qui sont sortis avec les boîtes rouges, ils sont retrouvés en stock sur les étagères des vendeurs, et la nouvelle production arrive avec des boîtes comme ça, donc sur l'étagère du vendeur, vous trouviez ça. Simplement parce que c'est pas tout à fait la même année de fabrication. Mais le matériel qui est dedans est strictement identique. Il y a une évolution des boîtes sans évolution du matériel. Les évolutions de matériel, c'est à partir du milieu des années 80. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les locomotives, on est passé à des boîtes, alors, pour le matériel remorqué uniquement, à des boîtes tout carton. Ça, c'est tout carton. Il y avait une petite fenêtre en blister qui, excusez-moi, mais là, sur aucune boîte, ça tient. Et ces boîtes carton ont une forme à l'intérieur, une glissière carton également, avec des coins. Alors, je vais peut-être vous les montrer, tiens. On va essayer de vous montrer ça vite fait. J'ouvre en direct. Voilà. Avec des coins qui permettent de bloquer le modèle. Vous voyez, là, il y a même différentes possibilités pour adapter la longueur de la forme intérieure à la longueur exacte de la voiture. Bien. Donc, les boîtes multicolores, bleu, rouge et blanche, hein. Bleu, blanc, rouge. Ah! Jouet français, bleu, blanc, rouge. Ouais, pertinent comme choix de couleur. Bien. Ça, c'est simple. Et de la même manière, au changement de boitage, et je vais vous le montrer directement, on a gardé le même matériel dans des nouvelles boîtes. Boîte. Allez, on va génération 1. 1 bis. C'est exactement le même matériel dedans. On a juste changé les logos sur la boîte. C'est le même boitage, c'est le même truc en carton, c'est etc. Bon, ces boîtes sont sont intéressantes, mais moyennement durables sur le long terme. En particulier, les languettes, tout ce qui est languettes ici, d'ouverture, sont particulièrement fragiles. Hein. Petit détail aussi, quand vous mettiez votre voiture, votre wagon, hein, systématiquement, vous avez la boucle d'attelage qui se prend dans le carton de la forme intérieure. Donc ça, j'adore pas. J'adore pas, mais c'est un côté pratique. Donc vous voyez, tiens, voilà, pour un petit wagon, voilà, tout, vous voyez, et je vous fais pas de dessin, vous voyez, ça se déchire parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, et pourtant, je fais attention. Bon, ça, c'est un wagon des années 70. Hein. Enfin, non, peut-être début des années 80. Début des années 80. Il est toujours là, la boîte est toujours là, la languette est toujours là. Hein, depuis le temps. Et je suis soigneux quand même. Hein. Et bon, évolution du truc. On est passé aux boîtes carton, blister, avec retour de la forme en polystyrène, puisque la forme en carton donnait des signes de faiblesse. Là, nous sommes sur une production... Alors là, je suis bien embêté pour vous le dire. C'est encore en francs, donc c'est avant 2000, hein, avant 2002. Donc là, on est dans les années 90.
Voilà, dans les années 90, hein, on a ce genre de boitage. À partir de la reprise de Jouef après 2002, eh bien, on va passer au même boitage que les locomotives, mais pour les wagons, avec donc une forme en polystyrène toujours, et même un petit rabat plastique pour faire joli. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Voilà, petit rabat pour faire joli, pour protéger encore mieux. Donc, forme en polystyrène. Certaines boîtes, enfin certaines formes polystyrène, possèdent, alors je ne sais pas si c'est le cas pour celle-ci, voilà, si, possèdent des trous à l'arrière qui étaient destinés à passer les doigts pour pousser le wagon du fond vers le dessus et pour pas tirer sur les bords et l'abîmer. Vous savez tous, si vous l'avez expérimenté, que un certain nombre de produits ont été installés avec une petite feuille de plastique qui sert à tirer le wagon ou la voiture sans abîmer, sans aller gratter les bords. La forme en polystyrène est assez serrée, mais une fois qu'on l'a retirée et installée 10 fois dans sa boîte, elle prend un petit peu de jeu et c'est beaucoup plus facile. Là, nous sommes début des années 2000. Ces boîtages, je les aime bien parce qu'ils sont assez rigides et puis assez solides. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est pratique. Et puis, dans les années les plus récentes, donc après allez, je vais pas te dire trop de bêtises, mais après 2010, quoi, et sûrement après 2015, là, Jouef s'est mis au standard de ce qui se fait aujourd'hui. On est passé de nouveau à des boîtes cristal avec une forme. Alors là, voilà, je vais pas tout déballer, mais vous avez le couvercle. Vous avez une forme plastique qui est blanche ici, dans laquelle est posée la voiture. Ici, c'est une OSM avec la feuille de plastique pour la retirer proprement. Et par-dessus, vous avez une sorte de couvercle en plastique qui vient bien plaquer la voiture pour qu'elle soit protégée. On a même droit ici à un petit espace pour les pièces de détaillage. Et puis, petit couvercle. Et puis, petite glissière carton pour bien ranger ma voiture, c'est pour que le couvercle ne s'en aille pas en fait. Alors, beaucoup de constructeurs. Electrotrain, dans l'ordre. Fleischmann, Rocco, REE, ils sont tous passés à ce genre de boîte. Tous. C'est le standard actuel du boitage. J'en raffole pas. J'en raffole pas parce que certes c'est bien protégé, c'est pas très encombrant, c'est pas mal. Ça c'est les points positifs. Les points négatifs c'est que c'est extrêmement fragile, en particulier les couvercles et la jointure couvercle-boîte. Si vous la mettez de travers, si vous forcez, vous l'éclatez. Que les formes sont plus ou moins difficiles à emboîter parce que du coup vous raccrochez le bord de la boîte. Et enfin, vous avez un petit rabat en carton que je vous ai déplié tout à l'heure, avec la référence, machin, le bidule, et ça, une fois sur deux, vous raccrochez avec votre forme supérieure, vous aplatissez, enfin c'est pas terrible. Hein. Donc ça, c'est le standard actuel. Il y a quelques variantes en fonction des constructeurs, mais c'est le standard actuel. Voici pour, globalement, les boîtes. Je vais rajouter deux petites choses sur les boîtes. D'abord que Jouef a fait, et aujourd'hui continue à faire des coffrets. Vous voyez, c'est quand même plus important. Matériel moteur ou simplement matériel remorqué. Et là, nous sommes sur des formes en polystyrène. Donc, comme on revient traditionnellement, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec, vous voyez, la petite feuille de plastique formée pour bien aplatir les modèles. Les petites tirettes en plastique, où là, c'est du papier de soie. Bon, rien à dire, c'est pas mal. Pendant un temps, ça a été très court. J'en ai pas parlé, je voulais pas montrer parce que j'en ai pas. Jouef a fait ceci. C'est-à-dire des boîtes cristal, copiées un peu sur les boîtes des années 70, mais en un peu plus costaud. Ça, c'est dans les années 90 qu'on a eu ce genre de boîte.
En particulier, quand Jouef a essayé de diffuser son matériel dans les supermarchés, moi je me souviens avoir vu du matériel en supermarché dans ce genre de boîte, qui permettent aux gens de bien voir le modèle. Hein. On prend ça sur le rayon, on tripatouille dans tous les sens, on repose ou on achète. Ça n'a pas duré très longtemps, et ça pareil, c'est d'une grande fragilité, ça date des fin des années 90. Alors, j'ai parlé du matériel moteur, j'ai parlé du matériel remorqué, j'ai fait une déclinaison rapide, hein, je suis désolé, il faut que ça soit un peu rapide, de toutes les boîtes, successivement. Mais j'insiste bien sur un point qui me semble essentiel pour Jouef. C'est que pendant très longtemps, même s'il y a eu des changements de boîte, je vous l'ai dit, je vous le répète, il n'y a pas eu de changement de modèle. Ce sont les mêmes modèles. Hein. Le seul moyen de le détecter, c'est de regarder la couleur des roues, c'est ce qu'il y a de plus évident. Pour les wagons, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que certains wagons ont été produits de manière infinie. Alors, pour les wagons, vous pouvez regarder en particulier les wagons de marchandises, les wagons qui possèdent des bogies Y25. Allez, si vous avez l'occasion de le faire, regardez le bogie. Parce qu'à partir des années 80, il va se passer 2 ou 3 améliorations des modèles. D'abord, vous allez avoir un attelage qui sera plus moulé, avec une grosse boucle, mais beaucoup plus court et beaucoup plus petit, installé sur un petit boîtier avec un semblant d'articulation. C'est pas terrible, mais ça veut dire que le modèle est plus récent. Vous allez avoir des essieux un petit peu plus petits en diamètre et brunis. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose sur les bogies Y25, vous allez avoir l'installation progressive de sabots de frein. Hein, en particulier, certains sur une sorte de bâtis qui font que les sabots sont dans l'axe de la table de roulement. Donc, pour un même modèle, regardez les céréaliers, par exemple, ça c'est très visible sur les céréaliers, c'est très visible sur les gaz, c'est très visible sur certaines citernes. Vous allez avoir une modification de l'aspect du bogie qui est très importante et là qui va vous donner une indication de l'âge du modèle. Plus le bogie est détaillé, plus le modèle est récent. C'est enfantin. Aussi, essayez de le détecter, le poids du modèle. Sur les céréaliers, c'est extrêmement simple. Plus le modèle est léger, plus il est ancien. Voici une petite introduction et un panorama sur Jouef. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, on va changer de marque. Hein. Je vais continuer mon descriptif. Voici mes amis modélistes pour tous nos amis, hein, et surtout ceux de la chaîne LF Modélisme, le moyen d'avoir une petite idée de l'âge du modèle quand vous les achetez en bourse. J'espère que ça vous sera utile. C'était Christophe du réseau de PSX, je vous dis à bientôt. Rendez-vous pour de nouvelles aventures ferroviaires. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce magazine vous a fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas tout simplement à faire connaître la chaîne, à partager. Plus nous serions nombreux sur cette chaîne et plus la famille s'agrandira et plus on se fera plaisir tous ensemble à regarder d'excellents reportages. Et vous également qui avez envie peut-être de présenter un tour de main ou une séquence ou un reportage dans le magazine du vendredi ou dans la co-découverte d'un modéliste le mardi, n'hésitez pas à me contacter sur l'email qui est en page de contact. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain mag du vendredi. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.